Mr. President, honourable judges, it is an honour to appear before you today on behalf of the Government of Armenia. As my colleague has explained, our submissions today focus on the need to correct the record in this case. The most important error made by the court below is that it cast doubt on the reality of the Armenian genocide that the people suffered 100 years ago. I will argue that first, this finding on genocide was unnecessary in this case. Second, that it was reached without a proper forensic process. And third, and most importantly, that it was wrong. The court itself admitted that it was, quote, not required to determine whether the massacres suffered by the Armenians amounted to genocide. This is also the position conceded by the applicant and by the government of Turkey, and the government of Armenia agrees. In addition to being unnecessary, the lower court's comments on genocide were totally unsupported and made without even inviting Armenia's assistance. The court did not explain why it was overruling the Swiss courts, which heard and examined evidence on the matter. 90 kilos of evidence, we were told earlier this morning. Instead, the lower court reached its conclusions that the genocide was not proved or even provable without using any of the fact-gathering tools available to it. It didn't seek the submission of documentary evidence, it didn't call expert witnesses, it didn't hear fact witnesses, it didn't conduct on-site investigations. Mr. President, this court is not the forum, and Perenchek is not the case in which to determine state responsibility for the crime of genocide. But if this chamber were minded to make such a judicial determination, then Armenia must have its day in court. We would, in that situation, welcome the opportunity to submit evidence, which we consider to be overwhelming, that the massacres that killed over 1 million Armenians would today be labelled as genocide. It's something we can't possibly do justice to in the few minutes we've been accorded this morning. In the judgment below, the findings on genocide were simply wrong. The evidence of atrocities committed against the Armenians, some of which is summarised in the dissenting opinion below, clearly establishes both what happened and the specific genocidal intent behind it. Contemporaneous photographs show death marches and concentration camps where thousands of Armenians perished. There are images of beheadings, burnt bodies, railway cars packed with Armenians being herded into the desert. There are descriptions of the Euphrates River filled with blood. There are contemporaneous eyewitness accounts by missionaries, by journalists, including scores of articles in the New York Times. One of these reported Ottoman leader Talat Pasha's chilling resolution that there was, quote, no room for Christians in Turkey. There is a mass of contemporaneous diplomatic cables dispatched by ambassadors back to their capitals and today still available in state archives. The Ottoman Empire's US ambassador Henry Morgenthau, for instance, confirmed that, quote, a campaign of race extermination is in progress against the Armenians. Even the ambassador from Germany, Turkey's ally, said that government leaders were admitting that the purpose behind their actions was, quote, the total obliteration of the Armenians. And in a joint statement issued in 1915, France, Great Britain, and Russia denounced the, quote, crimes of Turkey against humanity and civilization. There are also the Ottoman laws ordering deportations and expropriating the houses and churches of the expelled Armenians. Mustafa Arif, who was interior minister in the Ottoman Empire in 1917, admitted that his predecessors had, quote, carried out the law on deportation to exterminate the Armenians. And there is the admission in the Treaty of Sèvres of 1920, where the government of Turkey undertakes to hand over the persons who were, quote, responsible for the massacres. There are the verdicts of Ottoman courts, too, convicting the principal perpetrators and sentencing them to death. This includes the court-martial trial of the Ottoman Prime Minister Talat Pasha, as well as other high-ranking officials. They were all convicted of mass murder rather than the crime of genocide. Mrs. Clooney, may I also draw your attention that the Armenian government has largely exhausted the time allocated, so might I ask you to conclude? I will conclude shortly, yes. Mr. President. I was just saying that the conviction was not for genocide, but that's only because the word genocide had yet to be invented at that time.
availability of sufficient evidence was summarised in the joint concurring opinion in the court below. Mr. President, you also know that the availability of such evidence has led to the recognition of the Armenian genocide by a variety of governments, parliaments, international organisations and national courts. I won't go into that further because we summarise it in our written submissions. But I would like to finally note that Armenia, as a third party intervening in this case, has not made submissions on the merits and is not here to argue against freedom of expression, any more than Turkey is here to defend it. This court knows very well how disgraceful Turkey's record on free expression is. You've found against the Turkish government in 224 separate cases on freedom of expression grounds. So although this case involves a Turkish citizen, Armenia has every interest in ensuring that its own citizens do not get caught in a net that criminalizes speech too broadly. And the family of Mr. Hrant Dink know that all too well. Mr. President, this court has been called upon to address the genocide now to correct the errors made by the court below. And the stakes could not be higher for the Armenian people. The decision you are reviewing was a serious step in the wrong direction. Perenchek and his colleagues on the Talat Pasha Committee, the committee named after the principal perpetrator of the genocide and deemed by the European Parliament to be xenophobic, have celebrated the judgment in its current terms and triumphantly complained that it has solved the Armenian question once and for all. Mr. President, the comments in the lower court judgment on genocide dishonour the memory of the Armenians who perished in the Ottoman Empire a century ago and assist those who will deny the genocide in order to incite racial hatred and violence. We hope that the Grand Chamber will set the record straight. Thank you. Thank you very much. I now turn to the judges and ask them if there are questions. Judge Motok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes deux questions s'adressent au gouvernement suisse. Ma première question tient à l'article 261 bis de votre code pénal qui donne une définition dans le titre le nom de abstract. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut avoir dans le code pénal une telle définition d'un tel article et où est-ce qu'on peut aller dans le limite de l'article 10 et dans les limitations de l'article 10 que vous exigez aujourd'hui dans la Cour en ayant un tel article dans votre code pénal, où peut aller cet article en voyant l'opinion publique en général, au-delà peut-être de même cas que nous, on prend aujourd'hui en considération. Donc, ça vous inquiète où l'opinion publique aurait pu aller pour être qualifiée dans l'article 261 bis ou non? Ma deuxième question tient aussi au gouvernement suisse. Elle tient au fait de considération des deux tribunaux que vous défendez aujourd'hui. Et ça tient d'une question dont on a beaucoup parlé ici, mais bon, notre cours n'est pas censé de prendre en considération l'histoire parce qu'on est quand même un cours, mais quand même la notion de génocide vient et revient. Et voilà, si le tribunal de police avait tenu en considération la notion de génocide comme définie par la Convention des Nations Unies concernant le génocide, ce n'est pas le cas du tribunal fédéral. Et je voulais vous demander où est-ce que vous êtes situé. Vous êtes situé dans une définition qui est donnée par la Convention sur le génocide, ou vous êtes situé sur une définition, si vous voulez, plus large de cette notion. Et ici, je fais appel, si vous vous rappelez, parce que je pense que tout le monde ici se rappelle, des commentaires qui ont été faits par Dame Rosalind Higgins à la fin de l'affaire de Bosnie contre la Serbie, quand elle disait, voilà, notre Cour, ça veut dire la Cour internationale de justice, se réfère seulement à cette convention et une définition assez étroite du génocide telle qu'elle est donnée dans cette convention. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tel ne semble pas être le cas. So we will resume the hearing in 20 minutes. So 11:30 we will resume the hearing. Thank you.
Please be seated. Who wants to take the floor on behalf of the applicants? Yes. And then second. The applicant himself, Mr. Perinček, Et briefly. moi-même pour quelques minutes après. Yes. Sayın Başkan, sayın üyeler, önce bir bilgi yanlışı. Talat Paşa hiçbir şekilde Türkiye'deki mahkemeler tarafından Ermeni kırımı nedeniyle mahkum edilmemiştir. Böyle bir mahkumiyeti yoktur. Galip İngiliz devletinin soruşturması sonucunda da Ermeni meselesiyle ilgili olarak hakkında hiçbir suçlayıcı kanıt bulunmadığı için dosyası kapatılmıştır. Talat Paşa bir hürriyet kahramanı, yani bu davanın konusuyla doğrudan ilgili. 1908 Hürriyet devriminin lideridir. 1908 yılında Paris gazetelerini, Avrupa gazetelerini, Avrupa'nın demokratik kamuoyunu temsil eden gazeteleri lütfen açarsak, 1908 Ağustos ayı, Temmuz ayı, orada Talat Paşa'nın bir hürriyet kahramanı olduğu ve Avrupa insan haklarını Türkiye'de savunan lider olduğu yazılıdır. O gazeteleri de ayrıca size takdim edebiliriz. Talat Paşa 1908 devrimi sırasında Ermeni örgütleriyle birlikte hareket etmiştir. Ermeni örgütleriyle birlikte Abdülhamit'e karşı, o zamanki sultan, despot sultan Abdülhamit'e karşı beraber konferanslar, kongreler yapmıştır ve o kongrelerde de bir Ermeni dostu olarak kabul edilmiştir. Ermenistan'ın ilk başbakanı Hovannes Kaçaznuni kitabı dava dosyasında var. Orada Talat Paşa'nın kendilerine yalvardığını, yapmayın, yabancı devletlere bu işleri sokmayalım, sorunlarımızı barış içinde çözelim dediğini bizzat Ermenistan'ın ilk başbakanı Hovannes Kaçaznuni 1923 yılında Bükreş'teki Taşnak Sütyun Partisi konferansında belirtmiştir ve yine Hovannes Kaçaznuni Ermenistan'ın ilk başbakanı kendilerinin yaptığını ve kırımlar olduğunu, bundan sorumlu Ermenistan'ın olduğunu, bu nedenle Taşnak Partisi'nin derhal kapatılması gerektiğini savunmuştur. Bizim tanığımız Ermenistan'ın ilk başbakanı. İkinci nokta, benim İsviçre'de... Mr. Perinček, I have granted you 5 minutes to make a declaration this morning. I would ask you to conclude and to give the floor to the representatives of your representatives to answer to the question and answer also to the arguments that have been presented by the Swiss government, please. Yes. İkinci nokta, benim İsviçre'deki sorgularım, mahkemelerdeki savunmalarım hepsi dava dosyasında mevcut. Orada ben bir kere değil, 5 kere değil, 10 kere değil, 20 kere, 30 kere ısrarla Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilere karşı da kırımlar olduğunu, karşılıklı kırımlar olduğunu, Almanca Gegenseitige Massaker diyerek, hatta daha sert bir ifadeyle Winterthur'da savcıya verdiğim Almanca ifadede Völkerschlacht terimini kullanarak ifade ettim. Yani benim orada birkaç Ermeni öldürdü falan gibi görüşüm yok. Bu benimle hiç alakası yok. Bu benim kişiliğimle de ve gerçeklere sadakatimle de bağdaşmayan bir iddiadır. Üçüncü nokta, uluslararası yalan. Bu Türkiye'deki bir tartışmayla ilgilidir. Bunun tamamı şöyledir. Emperyalist bir yalandır, uluslararası bir yalandır. Emperyalist büyük devletler tarafından savaş sırasında savaşın tarafı oldukları için Türkiye'ye karşı, Osmanlı Devleti'ne karşı bu propaganda başlatılmıştır ve güçleri nedeniyle de uluslararası alanda geniş yankı yaratmıştır. Perinček, normally the applicants do not take the floor in this courtroom when they are represented. As I said,
I have granted you the possibility to make a declaration in the first round. May I ask you now to conclude and give the floor to the persons who are representing you? Thank you. Bu uluslararası yalan meselesi de tamamen emperyalist, anti-emperyalist bir söylemdir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Perinček. Who wants to take the floor? Monsieur le Président, je vais le faire. Please. Je dispose de quelques minutes, Monsieur le Président. Vous disposez de 5 minutes. D'accord, très bien. Je vais me concentrer sur les principaux points évoqués par les représentants du gouvernement suisse et je ne vais pas évoquer les observations au nom du gouvernement arménien puisque je n'ai pas pu y déceler d'arguments juridiques pertinents pour résoudre une affaire qui est pendante devant vous. En ce qui concerne, premièrement, le cadre légal, donc à savoir si la disposition pénale les dispositions pénales suisses est prévisible au sens de l'article 10, paragraphe 2 de la Convention, je renvoie la Cour aux observations écrites du gouvernement suisse, dont la longueur sur ce point, en fait, démontre, selon nous, qu'elle était difficilement prévisible. Si elle était claire, il n'aurait pas fallu quelques pages pour expliquer la clarté de cette disposition. En ce qui concerne le recours au droit comparé, j'invite la Cour à vérifier que les pays cités disposent de dispositions pénales explicites qui font référence de manière explicite au génocide arménien. J'ai lu récemment la législation grecque qui a été évoquée ce matin. Je n'ai pas vu de référence explicite au génocide arménien. Elle ne met en œuvre que la décision cadre de l'Union européenne. Elle renvoie, je crois, je parle sous votre contrôle, au génocide reconnu par le Parlement grec. Mais cette logique qui veut qu'un Parlement reconnaisse un génocide avant d'en organiser la répression, en fait, est une logique qui a été trouvée contraire à la Constitution de la France dans l'affaire du génocide arménien. Donc je vous renvoie à la décision du Conseil constitutionnel. En ce qui concerne l'enjeu de l'affaire, je voudrais clarifier une nouvelle fois qu'il ne s'agit pas d'une affaire de négationnisme, mais simplement de qualifier. Comment peut-on faire une distinction? Peut-on avoir une discussion sur la qualification juridique des événements tragiques de 1915? La notion de consensus général a été évoquée plusieurs fois pour justifier donc que les événements tragiques de 1915 constituent un génocide. Je suis d'accord avec le point de vue selon lequel il faudrait utiliser plutôt la définition de la Convention de 1948 plutôt que d'avoir recours à cette notion un peu subjective de consensus général ou de vue d'une majorité du public. Il a été argué également que le public ne comprendrait pas la distinction juridique entre négationnisme ou la négation d'un fait historique et l'opinion selon laquelle certains événements historiques ne constituent pas un génocide au sens du droit pénal international. Je crois savoir que nous n'appliquons pas le droit pénal selon, oui ou non, des distinctions juridiques peuvent être comprises par la population. En ce qui concerne le nombre d'États ayant reconnu le génocide arménien, il est vrai que de nombreux États ont reconnu, par le biais de résolutions non législatives, l'existence d'un génocide arménien, mais il est faux de dire qu'il n'y a pas d'États qui ne le reconnaissent pas ou qui refusent de le reconnaître. Je renvoie la Cour à une déclaration récente du gouvernement fédéral allemand qui se refuse, du 13 janvier 2015, qui se refuse à reconnaître explicitement les événements de 1915 comme un génocide au sens du droit pénal international. Dans cette déclaration, il est également fait de manière intéressante la remarque suivante. Le gouvernement fédéral allemand s'oppose à une application rétroactive de la Convention des Nations Unies de 1948. J'ai également en ma possession une déclaration du gouvernement australien de juin 2014 qui se refuse à reconnaître explicitement les événements de 1915 comme étant un génocide. Nous sommes volontiers à votre disposition pour soumettre les pièces pertinentes à votre attention. En ce qui concerne la notion de discours, je vous renvoie simplement peut-être pour justifier que c'était un discours de nature politique, historique et juridique, je vous renvoie simplement à la biographie de mon client qui démontre effectivement qu'il a toujours été intéressé par ces questions et qu'il s'est toujours exprimé pour défendre les points de vue minoritaires et en particulier les minorités en Turquie, ceux pour lesquels il a payé le prix de plusieurs peines privatives de liberté. En ce qui concerne les mobiles nationalistes, ils ont été évoqués pour justifier la condamnation pénale du requérant. Que je sache, le nationalisme n'est pas une infraction pénale et d'autre part, cela est faux puisque M. Perinček, plutôt qu'un nationaliste, serait plutôt justement qualifié d'internationaliste. En ce qui concerne la légitimité démocratique, et c'est mon dernier argument, Monsieur le Président, en ce qui concerne la légitimité démocratique de l'article 261 du Code pénal suisse, qui a été évoqué par un des conseils du gouvernement suisse pour justifier donc sa rédaction plutôt laborieuse,
et sa légitimité. Je crois que la raison d'être de votre Cour, c'est de protéger en définitive. Pourquoi a-t-on fondé la Cour européenne des droits de l'homme? Quel est l'objet principal du Conseil de l'Europe? C'est avant tout d'assurer que les opinions minoritaires et impopulaires soient protégées de toute tyrannie majoritaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Pech. Je donne la parole maintenant au gouvernement suisse. Qui veut prendre la parole, Monsieur Schurman ou Monsieur Thürer? Monsieur Schurman, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer avec des éléments de réponse aux questions de Madame la juge Motok. Et puis, je vais revenir sur 2 ou 3 points qui ont été soulevés par ou bien le requérant ou bien le gouvernement de la Turquie. Les questions de Madame la juge Motok. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec cet article? Comme on l'a relevé, la disposition est appliquée avec retenue. J'ajoute, d'aucuns pensent avec trop de retenue. Donc les autorités pénales sont bien conscientes du dilemme entre la liberté d'expression, d'association d'une part et les biens juridiques protégés d'autre part. Nous sommes également conscients de l'observation générale numéro 34 du Comité des Nations Unies, Comité droits de l'homme des Nations Unies, et également de l'observation numéro 35, cette fois-ci du CERT, du Comité contre le racisme, qui les deux font état de ce dilemme, et nous soulignons que l'observation générale 34 ne vise que les interdictions générales. En l'espèce, on l'a vu, c'était exclusivement la combinaison d'éléments objectifs et subjectifs qui justifie la répression pénale, telle qu'appliquée en pratique et dans le cas d'espèce. Et la recommandation 35 parle des infractions graves qui sont le domaine pour une répression pénale recommandée par ce comité. La deuxième partie de la question, où est-ce qu'on se situe quant à la définition du génocide? Il faut peut-être rappeler d'abord le terme génocide est défini à l'article 264 du Code pénal. Alors, sous le même titre que je viens de rappeler, les crimes et délits contre la paix publique, alors 264 reprend exactement la définition de la Convention de 1948. D'ailleurs, l'article 264A réprime les crimes contre l'humanité. La notion génocide dont on parle, qui nous intéresse ici, donc c'est de l'article 261 bis, alinéa 4, ne diffère pas de cette notion génocide à l'article 264. Nous rappelons également que cet alinéa réprime de la même manière la négation et la justification des crimes contre l'humanité, qualification d'ailleurs que le requérant n'a jamais contestée. Pour le reste, je vous renvoie à l'arrêt du tribunal fédéral, notamment à ses considérants 3 et 4, qui expliquent l'approche adoptée par le tribunal fédéral, qui est l'approche qui est basée sur un consensus sans que les juridictions internes soient appelées elles-mêmes à faire l'œuvre d'historien, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour les observations du requérant, j'aimerais revenir sur une de ces observations concernant la base légale. Le requérant avait mis en question la qualité de cette base légale en se référant, entre autres, aux juges Raimondi et Sajo. À cet égard, j'aimerais d'abord rappeler que la Chambre a admis que l'article 261 bis est bien une base légale suffisamment claire et aussi, ça me paraît également important, qu'aucune question distincte se pose sous l'angle de l'article 7 de la Convention Nullum Crimen. Et deuxièmement, j'aimerais citer, si vous permettez, un autre grand constitutionnaliste